C'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un second live sur la page du Festival Eurydice. On est un peu en concurrence avec le Premier ministre, donc j'espère que vous allez quand même être nombreux à vous suivre. Donc comme vous le savez, tous les 15 jours, nous recevons un professionnel du cinéma pour échanger avec lui sur son parcours, sur le métier qu'il exerce et surtout sur tous les conseils, toutes les astuces qu'il pourrait donner à tous ceux qui veulent vivre de leur passion du 7e art. Et si nous avons décidé de le faire en direct sur Internet, c'est surtout pour que vous puissiez interagir avec nous. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Notre invitée sera très heureuse d'y répondre. C'est Corinne qui m'accompagne ce soir pour animer ce nouveau live. Salut Corinne. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Caroline Wamser, directrice de casting. Salut Caro. Coucou, merci de m'inviter. Ah, je t'en prie. Tout droit sorti de l'Écart, école de cinéma parisienne, Caroline, tu t'es vite confrontée au monde du casting, tout d'abord côté agence artistique. Elle a d'ailleurs travaillé pour l'une d'elles pendant plusieurs années et tu es devenue ensuite intermittente du spectacle. On en parlait tout à l'heure. Donc, tu travailles désormais pour plusieurs boîtes de prod, pour plein de films différents, à la fois de la fiction, à la fois des films publicitaires. Tu nous expliqueras tout ça en détail. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je te propose, pour commencer, un petit portrait chinois pour mieux apprendre à te connaître. Et je précise que tu ne connais pas les questions à l'avance. Non. Si tu étais un personnage d'Harry Potter, ce serait qui? Hermione. Je sais pas, je suis pas très fan de Harry Potter. Donc, Hermione. je les ai lus les trois, mais donc on va dire Hermione parce qu'elle elle est droite dans ses bottes. Donc, ouais. Et puis, évidemment, c'est à elle que je me suis identifiée quand j'étais petite, quand je les ai lus, puisque c'est un peu le personnage féminin principal. Mais oui, comme je ne connais pas en profondeur tous les autres personnages, je vais dire elle. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un personnage intéressant de par sa droiture. Si tu étais une série? Peut-être Six Feet Under, c'est une des premières que j'ai vues et qui m'a marquée, je pense, pour toujours. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire d'une famille de thanatopracteurs. Donc, voilà, et ça parle de la vie, la mort surtout. Et c'est très. Voilà, c'est plein de sensibilité. C'est très beau. Ça parle de famille. Ça parle de. Enfin, c'est des sujets forts et intéressants. Il y avait beaucoup d'humour dedans. Les scènes d'intro sont toujours très rigolotes. C'est toujours des petites morts subites un petit peu débiles. Et voilà, donc je pense que c'est pas mal. Et enfin, bien sûr, si tu étais un acteur ou une actrice, mort ou vivant? Oh là là, je sais pas. Euh... Non, t'aimes pas les acteurs, donc... Non, non, je sais pas. Il y en a une que j'aime par-dessus tout en ce moment et je pense que je ne suis pas la seule puisqu'elle vient de gagner, n'est-ce pas, un César. Il s'agit de Laure Calamy, donc elle, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve absolument incroyable. On va dire Laure Calamy pour l'actualité. Je te laisse te présenter un peu plus en détail à nos nombreux internautes. Yes. Alors, donc, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai commencé par l'écart en 2007. Donc, c'était il y a fort, fort longtemps. 3 ans à l'écart en section réalisation, mais je ne voulais pas faire de la réal. Mais en réalisation, l'intérêt, c'est qu'on apprend un petit peu tous les métiers de l'audiovisuel. Donc, du coup, j'ai pu un peu voir ce qui m'intéressait absolument pas, etc. Donc, moi, tout ce qui était caméra technique, etc., je touche un truc, je le casse, donc c'est pas la peine. À part effectivement les caméras de casting, mais tout ce qui était un petit peu plus technique, ça ne m'intéressait pas. J'étais beaucoup plus dans l'organisation, donc je faisais beaucoup plus d'assistanat réel. C'est vraiment ce qui m'a lancé à la base. J'ai fait beaucoup d'assistanat réel. En sortant de l'écart, j'ai voulu faire ça. J'ai essayé et puis ça n'a pas trop marché. En fait, je trouvais plein de projets, mais évidemment tous bénévoles. Et puis, ça m'a amené beaucoup vers le casting, en fait. Alors que j'avais toujours aimé ça, le casting et les comédiens. Et j'avais déjà fait du théâtre des années auparavant quand j'étais plus jeune, etc., etc.
Et puis, au fur et à mesure d'être assistante réelle, on me proposait de faire et le casting et assistante, et puis plus que le casting, et puis un peu moins assistante, et puis bref, et ça s'est fait tout seul en fait. Et un jour, on m'a proposé, est-ce que tu voudrais pas travailler dans une agence de comédiens? Et j'ai accepté, puisque donc je cherchais du travail ardemment. Quand on sort d'école, c'est pas toujours évident, surtout quand on est fils et fille de personnes. Et du coup, j'ai accepté et je pensais rester là 1 an ou 2. Finalement, je suis restée 6 ans. Donc, j'étais en petit CDI dans une agence de comédiens avec des comédiens plus ou moins reconnus, ça dépend. Il y en avait des très connus, il y en avait des un peu moins connus, et puis, voire pas du tout connus. Et puis, en fait, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas devenir agent, je ne veux pas négocier, j'aime pas ça. Je préfère vraiment le côté artistique et le côté des castings, quoi. Hein, vraiment, c'était ce qui me passionnait. Et puis, en fait, à côté de mon activité d'assistante d'agent, je continuais les castings, n'est-ce pas, Jocelyn? On en a fait plus d'un ensemble. Donc sur mon temps libre, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, Caroline, maintenant ça fait 6 ans que tu y es, tu vas te bouger, puis tu vas sortir de là, de ton petit CDI bien planqué, en 34h30 semaine. Et puis voilà, puis tu vas essayer de devenir intermittente et de faire ce que tu aimes vraiment. Donc j'ai pris mon petit courage à deux mains, j'ai fait ça. Et j'ai trouvé du boulot assez vite. Je suis devenue intermittente dès la première année. J'ai beaucoup bossé sur du long métrage, des films complètement... Enfin, c'était inattendu. Vraiment, ça s'est très, très bien passé la première année. La deuxième année, un peu moins. Et la troisième année, ça se stabilise. Donc là, j'en suis dans ma troisième année. Pas la plus facile. Pas la plus facile en plus, mais voilà, je pense que si la période avait été différente, peut-être que j'aurais retrouvé des projets aussi intéressants que la première année. Cette année. Mais en tout cas, l'année dernière a été assez difficile, même en dehors du Covid. Enfin, je veux dire, juste avant le Covid, ça a été une période qui était très compliquée. Donc, c'est vrai que repasser un système intermittent, tu es sans arrêt en train d'envoyer des CV. Encore aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais encore en début de semaine, j'envoyais des CV, j'envoie des trucs, je suis sans arrêt à l'affût, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en recherche, 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 recherche. Donc c'est épuisant, mais au moins, j'aime ce que je fais. Voilà. Bien. Bon, on reviendra en détail là-dessus un peu plus tard. Là, tu as dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Déjà sur le choix de l'écart, parce que du coup, si je Ouais. comprends bien, le casting, enfin, c'est un petit peu imposé à toi, quoi. C'était pas. En gros, voilà, tu décroches ton bac, tu décides d'aller en école de cinéma. euh, Est-ce que l'écart, au final, prépare. Enfin, quelqu'un aujourd'hui qui va être directeur de casting. Est-ce qu'il Alors, il n'y a pas de formation, nulle part. Nulle part, nulle part. Même à... Ça y est, j'ai le message, vous allez être confinés pendant 4 semaines. Tu vois. Voilà. Bref, il n'y a pas du tout de formation et même au sein de l'écart, je ne me souviens pas trop qu'on ait trop évoqué le poste de directeur de casting. C'était vraiment... Enfin, voilà, c'est comme le poste de régisseur général, à part faire des sandwichs, on ne t'explique pas vraiment ce que c'est, quoi. Hein. Il y a des postes comme ça qui sont un peu passés à la trappe. Et tu apprends vraiment sur le tas. En fait, bah, moi, ce qui s'est passé déjà de base, c'est que si j'ai fait l'écart, si j'ai fait une école de cinéma, c'est pas parce que j'étais cinéphile, c'est parce que j'aimais l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur les tournages. J'avais jamais mis les pieds sur un tournage, mais j'avais vu des making-of, des trucs comme ça. Et je savais que j'avais la conversation facile et le rapport humain assez facile. Et du coup, c'est ma mère qui m'a dit un jour, hey, je te verrais trop bien sur un plateau de ciné. Et mon père, il a fait, non, non, fais pas ça, fais pas ça. Qu'elle devienne pas intermittente, ta fille, non. Et finalement, j'ai fait ça. Et donc, du coup, j'ai choisi l'écart parmi plusieurs écoles parce qu'il y en avait plusieurs que j'ai visitées. J'ai passé des concours pour plusieurs écoles et tout. Alors, évidemment, la FEMIS et Louis Lumière, c'était pas possible puisqu'il faut avoir minimum bac plus 2, 3, je sais plus. Bac plus 2, je crois. Et non, 3. J'aurais dit 3, mais je ne suis pas sûr de moi. Ouais, bref. Et donc, c'était donc pas possible en sortant du bac. Et l'écart, ce qu'il y a de bien à l'écart, c'est que vraiment, tu es tout le temps en plateau. Tu es tout le temps en train de tourner. Tu as tout le temps du matos à disposition, du bon matos en plus, qui est tout le temps disponible. T'es pas parce qu'il y a un mec 2 années au-dessus de toi qui est en train de tourner, tu peux pas avoir cette caméra. Non.
Tu vas avoir la possibilité de tourner, voilà, pareil, si bien sûr tu as eu un cours sur cette caméra avant. Voilà, tu as vraiment la possibilité, ils te donnent les moyens. Après, en matière de tout ce qui est cours, à proprement parler, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que voilà, les salles de classe étaient assez vides. Souvent, les élèves ne venaient pas beaucoup en cours et les profs n'en ont un peu rien à faire. Voilà, si on veut vraiment faire de la théorie, il faut surtout aller à la fac. Si on veut faire de la pratique, une école, c'est bien. Une école privée, c'est bien. Mais bon, voilà, il faut pouvoir… Il y a des bourses pour les écoles privées parce que ça coûte très cher. Donc, il y a des bourses pour ceux qui veulent essayer et qui n'ont pas forcément les moyens. Et voilà, et puis il y a d'autres écoles très bien. Après, ça dépend de chacun, de ce qu'il recherche, de la zone géographique aussi, évidemment, enfin tout ça. Donc du coup, tu sors de l'écart, tu galères. Oh là là, tellement. Du coup, on te propose d'intégrer une agence artistique. Ouais, en tant qu'assistante. Ouais. Donc, quelles ont été tes missions? Ça a été quoi ton quotidien durant ces 6 années? En fait, on a un panel de comédiens, donc un trombinoscope, et donc avec, je sais pas, il y avait 120 comédiens à peu près, donc qui vont de 3 ans à 97 ans. Voilà, et ben, c'est de leur trouver du boulot. C'est-à-dire d'être à l'affût des annonces, de savoir quel comédien peut correspondre à quel rôle, quand il y a un rôle recherché, de bien connaître ses comédiens aussi, de savoir lequel fait de l'escrime, lequel sait parler Wolof, lequel a son permis bateau, lequel… voilà, c'est important de savoir ça. Tu ne peux pas, bien sûr, toujours tout savoir sur les 120. Tu sais qu'il y en a un qui a le permis bateau, mais alors attends, c'est lequel? Enfin, voilà, il faut être structuré, quoi. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est négociation de contrat. Donc ça, c'était plus l'agent qui le faisait, l'agent avec qui je travaillais, parce que moi, personnellement, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait et j'étais assez nulle en négociation de contrat. Donc du coup, je lui laissais, mais elle aurait pu me laisser le faire si je l'avais souhaité, en tout cas. Et sinon, il y a tout ce qui est organisation, bien sûr. Bah, après, il y a tout ce qui est paperasse et tout, faire des factures, etc. Récupérer les commissions d'agence, parce qu'un agent, ça prend 10% en plus du cachet du comédien. Si le comédien est payé 450, l'agent va être payé 45 plus 20% de taxes. Donc, c'est d'où la série 10%. Donc, un agent, ça prend 10%. Donc ça, tu récupères les commissions, voilà. Quoi d'autre? Voilà, après, il faut se tenir au courant un petit peu de ce qui se fait, aller au théâtre, voir qui sont les comédiens émergents, les petits jeunes en sortant d'école, etc., qui chercheraient un agent, qu'on n'aurait pas encore. Alors là, tu m'intéresses. Là, tu vas nous intéresser justement. Comment on les trouve, les petits jeunes? En, en regardant des courts-métrages, beaucoup. D'accord. Et en allant dans les écoles d'acting, d'actorat. Donc, on peut être invité, bon, bah, là, cette année, pas trop, mais on peut être invité aux représentations de fin d'année ou des trucs comme ça, ou aux portes ouvertes des écoles. Enfin, portes ouvertes, c'est plus pour les futurs élèves. Mais voilà, à regarder un petit peu le travail des élèves à l'école. Et du coup, bah, après, tu repères un ou deux profils intéressants. Et voilà. Et du coup, donc tu repères ces profils-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu les approches? Et Comment ça se… ben, ça dépend s'il est là. S'il est là, bah, c'est rapide. Et puis, s'il n'est pas là, bah, tu contactes l'école et tu vois avec les administrateurs de l'école directement. Tu dis, bah, écoute, lui, il m'a intéressé. Voilà. Mais voilà, moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement. Comme ce n'est pas trop moi qui faisais rentrer les comédiens dans l'agence, parce que j'étais assistante, bien sûr. Mais en fait, sur la fin, bon, bien sûr, j'osais quand même sur la fin. Puis quand il y avait des profils intéressants, toujours, je les proposais à l'agent avec qui je travaillais. Mais effectivement, oui, la dernière fois que c'est arrivé, je suis allée dans une école. Elle n'était pas venue avec moi. Et je suis allée dans une école, j'avais une projection de court-métrage.
une école que tu connais bien d'ailleurs, Jocelyn. J'ai vu une projection de court-métrage et j'ai repéré un profil super intéressant et en plus, un profil qu'on n'avait pas encore en fait dans l'agence. C'est surtout ça qui est compliqué pour un comédien qui veut rentrer dans une agence. C'est en fait, il faut surtout voir d'abord dans le trombinoscope si l'agent a déjà beaucoup de profils comme le nôtre. Un profil comme le mien, par exemple, la trentaine, châtain, pas de signe distinctif particulier, je ne sais pas, je ne parle pas Wolof, je ne fais pas d'escrime. Moi c'est nul. Hein. Pour un agent, c'est nul. C'est-à-dire que je ne sers à rien. Vraiment, des filles comme moi, un agent, il va en voir, mais 13 à la douzaine. Quelqu'un qui a un petit quelque chose en plus, bah là, par exemple, ce jeune homme, il avait un petit côté un peu, je crois qu'il était malgache, mais il pouvait passer pour un Pakistanais, il pouvait passer pour un hindou, il pouvait passer pour plein de choses, et il avait vraiment un certain talent, et voilà, il paraissait plus jeune que son âge aussi, et du coup, bah, en fait, on n'avait pas du tout de profil comme ça. Après, malheureusement, le pauvre, bah, il n'a pas beaucoup travaillé parce qu'on ne cherche pas beaucoup en France à la télé ou dans les cinémas des profils type malgache ou autres pakistanais. Mais voilà, c'était un profil très intéressant qu'on a réussi à faire rentrer dans l'agence parce qu'il il se démarquait des autres, quoi. Il faut savoir se démarquer. Et du coup, une fois que voilà, le comédien il est d'accord pour que vous le représentiez, ça se passe comment? C'est un contrat? Ça dépend des agences. Il y a des agences qui ont l'exclusivité. Et qui te disent, toi, ça y est, on est sous contrat pendant 2, 3, 6, 10 ans. Voilà. Et d'autres, là où j'étais, par exemple, il n'y avait pas du tout de contrat. C'était un contrat, comment on appelle ça, tacite, je sais pas, un contrat verbal. D'accord. Ok. Ouais. Et en gros, c'est seulement si ça fonctionne et que le comédien il décroche un contrat grâce à l'agent. Là, il va y avoir un contrat qui va être signé avec la boîte de prod, le comédien et l'agent, qui va faire le lien entre le comédien et la boîte de prod. Sinon, non, il n'y avait pas de contrat à proprement parler. Du coup, c'est d'autant plus facile si le comédien ne se sent pas à l'aise dans cette agence ou si l'agence n'arrive pas à trouver de boulot pour ce comédien, c'est aussi très simple de se séparer. Du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de, il y a un contrat si le comédien signe un contrat avec une prod, mais sinon là, il n'y avait pas de contrat avec l'agent. Okay. Mais ça peut arriver. Est-ce que c'est le contrat qu'on appelle le contrat de représentation? Oui, je pense, ouais. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Mais comme moi, j'en ai jamais fait signer, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense que c'est ça, ouais. Et du coup, donc, comment, si on veut parler un petit peu plus à nos amis comédiens et comédiennes, pas forcément très professionnalisés encore, en termes de casting, comment on s'y prend demain, je veux essayer de percer en tant que comédien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, non, je recommence. On enlève. Il faut faire un maximum de choses. C'est-à-dire que un maximum de... après, il faut savoir bien juger ce qui va être un bon projet ou un mauvais projet. Ça déjà, voilà. Mais c'est sûr que de toute façon, quelqu'un qui débute et qui me dit « Ah non, mais moi, je ne fais pas de trucs pas payés ou je ne fais pas de court-métrage », bon, ça va être compliqué parce qu'en fait, forcément, même pour rentrer chez un agent ou quoi que ce soit, un agent, il va te demander « Ok, mais tu as fait quoi ?» Non, mais je n'ai rien fait, je cherche un agent pour commencer. Oui, mais tu as fait quoi? Aujourd'hui, il faut avoir un CV long comme le bras pour commencer n'importe quel premier boulot. Donc, d'où le fait que j'ai fait du bénévolat pendant des années. Les comédiens aussi, dans ce milieu, malheureusement, il faut commencer par ça. Donc, les week-ends, quand tu n'es pas en train de bosser ou que tu n'es pas à l'école ou que tu n'es pas en train de je ne sais pas quoi, tu fais un petit tournage, un petit truc avec tes potes, un film Nikon qui dure 2 minutes 10, un 48 heures film project. Minute 20. Pardon.
Un 48 heures, comme ce que Corinne connaît bien. Des petits trucs comme ça, entre potes. Voilà, il faut essayer de faire un maximum de choses déjà pour l'expérience personnelle, et puis ensuite pour avoir des images, pour ensuite pouvoir monter éventuellement une bande démo, ou au moins pour pouvoir montrer un petit court-métrage, un petit quelque chose. Même là, les Nikon, moi j'en ai vu quelques-uns, parce qu'il faut. Voilà, j'ai découvert des gens très bien, hein, et où je me suis rappelé à des gens très bien. En 2 minutes 10, on voit, hein, je veux dire, les bandes démo, il n'y a pas qu'à faire 7 minutes. Hein. Oh, mince, il n'y a pas besoin qu'elle fasse 7 minutes, c'est des bandes démo. Il faut qu'elle fasse. Voilà, en 2 minutes, on a compris quoi. C'est quoi une bonne bande démo? Ça va être plusieurs extraits où le comédien propose différents registres. Oui, voilà, il y a différents registres. Il faut qu'on voit que c'est… alors déjà, il faut que ce soit de la bonne qualité d'image. Donc ça, c'est vrai que quand on te dit va faire un tournage étudiant en première année, bon, a priori, les images, déjà, tu vas un peu galérer à les récupérer parce que les étudiants, ils ne te donnent pas toujours tes images. Et ensuite, ça ne va pas forcément être de la qualité incroyable. Mais on peut quand même en tirer des choses ou des rencontres. Si on n'en tire pas des choses, on en tire peut-être des rencontres. Enfin, en tout cas, des images. Voilà. Donc, voilà, c'est des images potables, pas qu'on soit là, punaise, c'est pixelisé. Oh mince, c'est une pièce de théâtre, la fille, elle est au fin fond de la pièce, je comprends rien, j'entends rien parce que c'est mal filmé. C'est pas possible, en fait. Il faut que ce soit un minimum bien filmé pour que ce soit agréable à regarder. On enlève tout ce qui est pièce de théâtre, on enlève tout ce qui est clip. Alors, ça sert complètement à rien. Un clip, on ne le voit pas jouer, on le voit danser comme ça sert à rien. Voilà, il faut faire des scènes plutôt diverses. Des fois, malheureusement, on n'est pris que pour des scènes tristes. Donc, il y a beaucoup de comédiens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai que des trucs tristes. » Fais-toi un truc où tu te filmes toi-même, je sais pas. Donc, il faut essayer de se diversifier un petit peu. Et un truc pas trop long. Franchement, 3-4 minutes, c'est bien max. Un truc pas trop long et dynamique. Parce que sinon, après, on s'ennuie. On en voit beaucoup des bandes démos, il faut que ce soit dynamique. Donc voilà, il faut de la qualité, du dynamisme et de la diversité. Mais du coup, ça veut dire que le dynamisme, c'est propre au montage en fait de la bande démo. Ça va pas être. Ouais, mais c'est important. Hein. Donc ça veut dire que les apprentis comédiens, ils doivent, j'ai envie de dire, investir quand même sur leur bande démo, potentiellement mobiliser un vrai monteur, etc. Oui, ou alors ils apprennent à monter eux-mêmes. Avec iMovie, moi, je ne savais pas monter au début. Hein. Et j'ai fait des castings, on m'a dit, ce soir, tu montes 40 essais de comédiens. J'ai dit, quoi, pardon, attends. Tu prends iMovie, allez hop, tu montes. Ah bon, d'accord. Bon, j'ai pris iMovie, j'ai monté. Voilà. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Après, oui, effectivement, il y a des forfaits. Moi, je connais une directrice de casting. À côté de ça, elle fait ses petits trucs, ses petites bandes démo qu'elle fait pour les comédiens. À bas prix, c'est possible, mais c'est comme quand on veut faire un book de comédien. Alors, soit il y en a une copine photographe, moi je suis contente, la photo qu'on a faite, qu'on a mise en pub pour l'événement, là, c'est une copine qui me les a faites, parce que j'avais besoin d'un peu de photos genre comme ça pour faire ce genre d'annonce d'événement, ou voilà. Et par chance, j'ai une copine qui me dit, tiens, je vais me lancer dans de la photo portrait. J'ai dit, génial. Ah ouais, génial. Et donc, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je connais vachement bien les books de comédiens. Tu vas me faire un book et moi, je vais t'apprendre comment on fait un book. Et c'était génial. Et du coup, voilà, il y a toujours un peu moyen de trouver des choses pas trop chères, mais oui, il faut investir. Hein. Enfin, ouais, un minimum. C'est comme là, hein. Moi, je veux dire, je viens d'acheter un Mac à 2000 balles. Il n'y a personne qui me l'a remboursé, celui-là. Hein. J'ai acheté une caméra, il n'y a personne qui me l'a remboursé. Hein. Voilà, malheureusement. Ouais. Alors pour toi, pour être efficace, quand on répond à une annonce de casting, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut envoyer exactement, précisément pour être, on va dire, pas au top, mais efficace, quoi. Parce que c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est d'être efficace. Oui. C'est pour ça que les bandes démo, il faut qu'elles soient tac, voilà, efficaces. Alors, déjà, il faut bien lire l'annonce de haut en bas jusqu'au dernier point. C'est la chose la plus importante dans une candidature, c'est d'avoir bien lu l'annonce. Après, la candidature, elle suivra toute seule. Mais quand on voit
Bonjour, merci de nous préciser. Alors voilà, on cherche tel profil. Merci de nous envoyer. Donc, en général, c'est un CV, quelques photos, donc 3-4, pas trop lourdes, vraiment pas trop lourdes, parce que moi, j'ai une boîte mail, là, elle accepte plus de mail. Je vais devoir payer des trucs parce que ma boîte mail, elle est saturée de trop de candidatures. Et donc, du coup, donc des photos assez légères, mais évidemment en bonne qualité. Pas un petit selfie comme ça, c'est rien. Parfois, on nous les demande, par contre, les selfies, là, de plus en plus, pour voir la photo du jour. En gros, la tête qu'on a aujourd'hui, la coiffure, le machin. On vous demande 2-3 photos pro plus un selfie. Ça, c'est demandé parfois. Donc, c'est CV, photo et bande démo, c'est ce qu'il y a le plus régulièrement. Le CV, c'est bien s'il est soigné. Les photos, c'est bien si elles sont professionnelles. Et la bande démo, ben, déjà, quand on en a une, c'est pas mal. Après, il faut qu'elle soit… le mieux, c'est qu'elle soit… effectivement, comme je disais tout à l'heure, bien diverse, dynamique, tout ça avec des bonnes images. Mais voilà, il y a toute candidature va être différente et on peut avoir besoin de demander, je ne sais pas, par contre, il me faut absolument quelqu'un qui ait des grands pieds ou il faut absolument quelqu'un qui, je ne sais pas, qui fasse au moins 1m73,2, j'en sais rien. Enfin, c'est des trucs vraiment très précis. Et moi, plusieurs fois, j'ai un truc, salut, enfin, et encore quand ils sont polis, ils disent bonjour, parce que des fois, c'est juste 3 photos, comme ça, tu n'as pas de CV, tu n'as pas de coordonnées, tu n'as rien. Tu as 3 photos. Tu dis, mais alors lui, en fait, même pas, je vais lui répondre. Alors oui, il correspond tout à fait, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, je n'ai pas de CV, je n'ai pas de coordonnées. Pourtant, j'avais bien dit nom, prénom, coordonnées complètes. Ça veut dire adresse postale, ça veut dire mail, ça veut dire numéro de téléphone, tout. Donc, et trop souvent, trop souvent, on reçoit vraiment des candidatures, mais le mec, il a l'impression que, je sais pas, qu'il envoie un texto à son poteau, quoi. En fait, non, tu es là pour travailler. Donc, c'est important de bien répondre correctement aux annonces comme on demande à ce qu'elles soient répondues. Et des fois, on demande juste, pas besoin d'un CV, envoyez-moi un selfie et vos coordonnées complètes. Et voilà, et il s'agit de ça pour une candidature, parfois, il suffit Oui, de ça. c'est comme postuler un job, quoi. Voilà, c'est ça, mais parfois, c'est même encore plus simple, mais parce que pour faire de la figure, des fois, moi, je m'en tape d'avoir un CV complet, que le mec, il ait fait 150 longs métrages, je m'en tape, en fait. Si c'est pour de la figure au fin fond derrière, moi, mercredi, je suis en tournage, il y a 200 figurants. En vrai, le CV du mec, je m'en fous. Voilà, tant qu'il correspond physiquement et que je peux le joindre, tout va bien. Mais c'est parce il a répondu correctement à une annonce. Après, c'est pas la même chose de postuler à Bien un sûr. rôle et à de la figuration. Non, bien sûr, c'est pas du tout la même chose, mais en fait, vraiment, souvent, on reçoit des candidatures, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, il faut vraiment lire les annonces jusqu'au bout et répondre comme ils disent. S'il y a marqué « Merci » dans l'objet de mettre nom, prénom, le rôle pour lequel vous postulez, votre âge, et ben, tu dis Caroline Bamser, infirmière, 32 ans. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et puis les gens, ils disent pas, quoi. C'est malheureux, mais il y en a trop, des candidatures, elles sont faites n'importe comment. Et ça, bah, c'est très énervant. Et malheureusement, ça part déjà d'un mauvais pied, quoi. Tu te dis, bon, bah, lui, déjà, j'ai même pas envie, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas assez sérieux, en fait. Mmh. Donc, je ne sais pas, le jour où je vais lui dire, est-ce que tu peux venir, il va peut-être venir avec 3 quarts d'heure de retard, il va me dire, oui, mais c'est bon, je suis là. Bah, oui, mais enfin, voilà. Ça ne m'évoque pas du sérieux quand je reçois une candidature qui est à moitié complétée, quoi. Et où est-ce qu'on les trouve, les annonces? Parce que pour postuler, il faut qu'il y ait des annonces. Ou peut-être pas, je sais pas. Est-ce que la candidature spontanée s'applique au métier de comédien? Alors, il y a des annonces, beaucoup, en ligne. Il s'agit notamment… alors, sur cinéas.org, on peut par exemple s'inscrire. C'est une newsletter qu'on reçoit 2 ou 3 fois par semaine. Je crois c'est 3, lundi, mercredi, vendredi, je crois. Ouais. Où il y a des annonces, payées, pas payées. Voilà, donc on répond à ce qu'on veut. Et puis, ce n'est pas seulement pour les comédiens, c'est pour tous les techniciens. Pour les lieux de tournage aussi, enfin, c'est pour plein de choses. Il y a pléthore de pages Facebook,
1000 et 1000 et 1000. Vous tapez cinéma, casting, figuration, tout ce que vous voulez, petit rôle dans le nord de la France, enfin, je ne sais pas, il y a de tout. Vraiment, sur Facebook, c'est un vivier d'annonces de casting. Vraiment, il y en a beaucoup. Après, il y a des sites comme Nawak, mais Corinne, toi, tu connais Nawak, j'imagine? Je connais Nawak, mais c'est un site où tu peux être inscrite, mais ne pas payer. Mais si tu veux avoir les annonces, c'est payant. C'est ça. C'est payant. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, il y a Nawak. Effectivement, Nawak, tu n'as souvent pas l'adresse mail où postuler, donc c'est un peu dommage. Mais tu vois au moins ce qui se fait. Et puis, si tu as le nom du directeur de casting, enfin, si tu cherches un peu, tu peux peut-être trouver les coordonnées du casting. Après, il y a plein de sites, quoi. Là, je regardais. Il y a... il y a la maison du film aussi. La maison du film, là, on peut avoir des annonces aussi qui sont bien, où on peut poster, nous, des annonces et puis également consulter des annonces. Il s'agit de faire une adhésion annuelle pour les voir, les annonces, mais aussi sinon sur leur site, je crois qu'on peut en voir. Voilà. Après, il y a des sites plus professionnels comme le SFAL, SFAAL, ou la MAP, mais là, c'est vraiment destiné plus aux agents. Je ne suis pas sûre qu'un comédien lambda puisse avoir accès à ce genre d'annonce. Il y a la newsletter de l'acteur aussi, où il y a des annonces qui sont postées régulièrement. Après, il y a des trucs, je sais pas, il y a casting.fr, il y a Étoile Casting, Castprod. Il y a un site très bien pour du théâtre qui s'appelle théâtre-contemporain.net, je ne sais plus, théâtre-contemporain.net, théâtre-contemporain, qui est très bien pour tout ce qui est théâtre. Aussi, où il y a beaucoup de choses. C'est vraiment pour moi la référence en matière d'annonce théâtrale. Voilà, après le bouche à oreille, les candidatures spontanées, c'est bien parce en fait, c'est bien et frustrant pour les comédiens à la fois. C'est-à-dire que moi, si je reçois une candidature spontanée, en fait, ça va me mettre le comédien dans la tête, mais pour peut-être je vais l'appeler dans 10 ans, quoi. Je ne sais pas. Parce que là, moi, par exemple, en ce moment, je n'ai pas de casting en cours. Si je reçois des comédiens, je vais être contente, mais je ne sais pas quoi en faire. Si je reçois je sais pas, un comédien qui m'envoie bonjour, voilà, je suis sénégalais, je parle telle langue, j'ai 25 ans, je vais dire ok, très bien, ok, cool, je le mets dans un petit coin. Mais là, tout de suite, je n'ai pas un truc pour un jeune homme de 25 ans sénégalais. Enfin, voilà, plus tard, je ferai peut-être dans 10 ans, quand on va me dire, au fait, tu ne connais pas un mec à peu près 35 ans, sénégalais, je vais dire, waouh, alors attends, je cherche. Ah bah oui, peut-être, attends, je vais rechercher dans mes dossiers. Dans ce cas-là, oui, je vais peut-être retomber sur son profil. Le mieux, c'est de faire des petites piqûres de rappel en tant que comédien. Une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, c'est bien en général, sur la boîte mail Ouais. Quand on a quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, une petite actu. Là, moi, par exemple, j'en ai reçu beaucoup avec les Nikon, par exemple, qui m'ont dit coucou, regarde, voilà, j'ai fait mon Nikon. Enfin, voilà, j'ai participé à un Nikon ou quoi. Si tu as 2 minutes, 20, n'hésite pas. Donc, j'avais 2 minutes 20 dernièrement, j'en ai regardé pas mal. Et du coup, tu vois, je me rappelle au bon souvenir des gens, quoi. Et c'est toujours important. Je ne peux pas être sûre d'avoir du boulot pour ces gens-là. Et puis, il s'avère qu'à l'heure actuelle, je suis encore aussi beaucoup assistante, souvent sur des projets, en tant que casting encore. Et dans ce cas, ce n'est pas forcément moi qui choisis aussi les comédiens que je rencontre en essai. Mais toi, par rapport à ton travail, les acteurs que tu cites, tu es plus sur la figuration ou sur les rôles des acteurs Parce qu'en fait, je sais qu'il y a différents directeurs de casting. Ouais.
C'est-à-dire que dans différents ateliers, ça nous est arrivé qu'il y ait des directeurs de casting qui nous disent de ne pas envoyer un directeur de casting qui s'occupe que du rôle, de ne pas mettre sur le CV qu'on a fait de la figure, par exemple. Parce qu'il y en a qui font les deux. Alors, toi, est-ce que tu fais les deux? Et puis, alors qu'il y a des directeurs de casting qui font que de la figuration. Ouais. Alors ça, ouais. Alors ouais, ça s'appelle, il s'appelle plutôt Figuration. les chefs de file, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Qui sont avec toi en plus, enfin, qui sont avec toi le jour du tournage, ils sont même figurants eux-mêmes. Ouais, la plupart, ouais. C'est une espèce de Pas tout chef le temps. de En file. fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, pour ma part, là, je fais de la figure, mais donc je fais aussi chef de file ou assistante chef de file. Mais bah, là, le truc où on est 200, je suis assistante chef de file. Hein. C'est un truc Netflix avec Omar Sy et tout. Donc voilà. J'ai pas encore ça entre les mains, malheureusement, mais ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, en fait, là, ça fait pas longtemps que je refais, enfin que je fais chef de file ou en renfort chef de file en tout cas, parce qu'en fait, les tournages me manquent, la fiction me manque et le côté assistante réelle me manque aussi. Et du coup, ça fait genre 10 ans que j'ai plus été assistante réelle, donc voilà, mais en fait, j'ai toujours eu cette fibre et dès que je suis sur un tournage, j'ai une énergie, enfin, je n'en peux plus, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et je m'arrête pas et j'adore ça et je suis vraiment passionnée. Enfin voilà, et même encore là, le rédacteur général avec qui je bossais dernièrement, il me dit mais tu fais ça souvent, t'es une patate de ouf et tout. Et je dis non, je fais pas ça souvent du tout, mais justement parce que je le fais pas souvent, bah, quand je suis là quoi. Et donc et ça, en fait, ceux qui font chef de file ne font pas forcément directeur de casting. Moi, j'essaie de faire un petit peu les deux. En fait, j'essaie donc de faire un peu de figure dernièrement parce que ça me manque les tournages. Et puis parce que je me suis toujours dit, bah, en fait, c'est un bon mix entre directeur de casting et assistant réel. En fait. Donc c'est pour ça que j'essaye là de me remettre un petit peu là-dedans. J'ai pas encore refait mon CV mise en scène parce que j'avais enlevé tout ce qui était assistant réel sur mon CV dernièrement pour pas qu'il fasse trop 10 pages, quoi. Mais je pense que je vais refaire un CV assistant mise en scène, prochainement parce que j'ai de plus en plus de trucs là en figure et tout. Et voilà, là, la semaine prochaine, je reprends encore. Les derniers trucs que j'ai fait, c'était encore chef de file sur un tournage avec, enfin bref, fou, dans un théâtre. C'était trop bien. Donc voilà, mais je suis directrice de casting aussi, j'ai fait de la fiction et là dernièrement je fais beaucoup de pubs et tout est différent. Un casting fiction est différent d'un casting télé. Téléfilm et... Bon, aujourd'hui les téléfilms sont quand même de qualité, mais quand tu travailles pour la télé c'est quand même différent aussi. Hein. Alors pourquoi justement? Parce que tu as encore plus de décisionnaires. C'est-à-dire que quand tu es directeur de casting pour une fiction, tu vas avoir donc toi, donc tu as l'assistante de casting, le directeur de casting. Des fois, tu as 10 assistants casting. Tu as une équipe d'assistants casting, des stagiaires, le directeur de casting, le réalisateur, le ou les producteurs. Ça, c'est pour quand c'est de la fiction. Et après, tu as la chaîne pour quand c'est de la télé. Et là, c'est encore plus de décisionnaires et c'est encore plus compliqué. Il faut rentrer dans un cahier des charges. On te dit non, mais moi, j'ai besoin qu'il y ait un Asiatique, un machin, une femme de plus de 50 ans, blablabla. Donc, tu dois rentrer dans un cahier des charges bien particulier pour la télé, alors que pour le cinéma, c'est tel que le scénario a été écrit. Quoi. La télé, c'est beaucoup plus dans des carcans, on va dire. Et après, tout ce qui est téléfilm, les castings sont même différents. Tu prends moins de temps. En fait, en fiction, tu prends beaucoup plus de temps pour les castings et c'est, pour moi, je trouve plus agréable, mais pour un comédien aussi, je pense. Tu as à peu près, je ne sais pas, 20, parfois même 30 minutes de casting.
Si c'est plus une proposition qu'un casting, parce que des fois, on peut aussi faire des propositions, c'est-à-dire on va voir juste soit un, soit peut-être deux, max 3 comédiens pour le rôle, parce qu'on sait que ça va forcément en être un des 3, et dans ce cas, ça peut être plus une rencontre. Si c'est un premier rôle, ça va plus être une rencontre. Donc, avec le réalisateur souvent, et ça va durer des fois 2 heures, des fois, je ne sais pas, ça va être long. Et quand c'est de la télé, là, c'est beaucoup plus rapide. Ils veulent voir plus de monde. Et quand c'est de la pub, alors là, ça va vite. Ça va vite, vite, vite. Moi, en pub, j'ai déjà vu 70 personnes dans la journée. Ah ouais. Voilà. Donc, en fait, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que c'est 10 minutes par personne. Tu es 4 assistants dans la salle. C'est une industrie. C'est-à-dire que vraiment... Et alors, en période de Covid, quand tu vois 70 personnes dans la salle, attachez vos ceintures. donc, ouais, c'est très, très speed. C'est très, très speed, la pub. Et c'est très bien parce que, attention, il ne faut surtout pas dénigrer la pub parce que, c'est bien payé pour les comédiens. Souvent, hein. Alors, pub web, moins, parce que là, hop, oh, c'est du web. On a le droit de vachement moins payer les gens, c'est pas grave. Donc voilà, pub web, tout ça, mais une bonne visibilité déjà en pub. Et puis, en fait, ce qui est super intéressant pour nous, directeurs de casting, quand on fait de la pub, c'est qu'on voit beaucoup de monde, mais beaucoup. Et donc, du coup, qu'on a beaucoup de comédiens qu'on va rencontrer et qu'on va voir une fois, 2 fois. Et même si on l'a vu que 10 minutes pour un truc muet, on peut s'en rappeler, quoi. Et donc, du coup, oui, on voit beaucoup, 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 beaucoup de monde. Et là, c'est enrichissant pour nous. Mais pour les comédiens, c'est une frustration absolue. Voilà. C'est vrai. Ouais. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Oui. Dans une agence de pub. Une pub, ouais, c'est à la chaîne, ouais. Donc, et puis, on est toujours dans l'appréhension d'avoir un retour. On en a un de toute façon, mais c'est pas systématique, quoi. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est justement par rapport au casting. Quand on n'a pas à se déplacer, en plus par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport aux règles sanitaires, c'est que on est. Seine-Maritime est confinée d'ailleurs, hein, Corinne. Comment? La Seine-Maritime est confinée aussi. Hein. Ah t'es contente. Ouais, c'est la surprise du chef. Ouais. Ok, génial. On va finir et après je vais aller pleurer. Hein. Ce que je voulais dire, c'est les auditions que le comédien fait chez lui sous forme justement de self-tape. C'est intéressant, ouais. Mais c'est pas systématique. Enfin, il y en a de plus en plus, évidemment, depuis le problème de la Covid. Mais justement, par rapport à la self-tape, ce qui est intéressant, ce qui sera intéressant, tu nous parles là-dessus, c'est pour toi, c'est quoi une bonne self-tape? Qu'est-ce qui les règles à respecter, les règles d'or, on va dire, les choses à pas faire, en sachant que souvent les acteurs et les actrices n'ont pas souvent le bon matos pour le faire. Ouais. Qu'est-ce qui est pour toi super important pour que le directeur de casting et le réalisateur, évidemment, du coup, soit satisfait du rendu? Donc, on parle bien d'une self-tape. Hein. Self-tape, ouais. Self-tape. Donc, en gros, c'est quand on donne la possibilité à des comédiens de faire le casting eux-mêmes, quoi, à la maison. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, alors, en fait, c'est super compliqué pour un comédien parce que déjà, voilà, surtout en période de confinement, des fois, on te dit, alors tu fais une self-tape, puis alors il te faut une réplique et puis t'es mignonne, tu m'envoies ça dans la journée. Ah, d'accord. Donc, tu vas voir ton mec, qui n'est absolument pas comédien. Tu dis, alors, ou ton chien. Des fois, je n'ai pas le choix. Alors, je sais pas. Et en fait, tu essaies de trouver une réplique. Et des fois, c'est super important, en fait, la réplique. Parce que c'est super déstabilisant quand tu as quelqu'un derrière la caméra qui est tout mauvais. C'est vraiment, ça te sort du truc et tu dis, mais... Enfin, après c'est notre métier, on sait se concentrer sur la personne qu'on est en train de regarder.
Donc voilà, mais tu te dis, bon, déjà, tu peux être sûr que si les essais du mec sont bien, alors que son partenaire est très, très mauvais, le mec, il est super bon. Hein. On sait qu'il est vraiment super bon, parce que si le mec derrière est très, très mauvais, c'est compliqué. Donc, il faut trouver un minimum de bonnes répliques. Après, bon, quand c'est un monologue, ouf, tu as de la chance. Voilà. Faut être bien éclairé aussi, parce que si on te voit mal dans une pièce, tu vois, moi, si on me voit, je sais pas, comme ça, nul. On ne voit pas si j'ai des imperfections, on ne voit pas si j'ai toutes mes dents, on ne voit pas, je sais pas, on ne voit pas, quoi. Ça se trouve, voilà, il faut qu'on voit quand même bien la personne. Hein. On n'oublie pas qu'on fait de l'image, en fait. Donc c'est important. Un bon son aussi, c'est vraiment pas mal. Par exemple, on m'a déjà envoyé une self-tape. Alors, le pauvre, c'est pas de sa faute. Il y a des travaux dans son immeuble, mais du coup, j'ai rien entendu. Il y a le marteau-piqueur derrière, quoi. Donc, en fait, tu dis, oui, mais c'est bien, mais est-ce que tu l'as écouté, ta vidéo? Non, tu ne l'as pas écoutée parce qu'en fait, tu t'entends pas. Enfin, voilà, donc en fait, il faut vraiment bien revérifier avant l'envoi la qualité de la vidéo parce que des fois, on n'entend vraiment rien, quoi. Mais vraiment, vraiment rien. Et là, tu te dis, bon, ça va pas, quoi. Et puis, pareil, toujours bien suivre les instructions, comme on te dit. Je sais que des fois, elles ne sont pas toujours très claires, les instructions, surtout pour les self-tapes. En plus, on ne donne pas forcément trop d'indications aux comédiens avant, donc c'est vraiment compliqué. Mais si on demande aussi à faire des self-tapes, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. On préférait clairement voir les gens, ça c'est sûr. Mais on n'a pas d'autre choix. Ou alors, parfois, on leur évite juste de faire 2 heures de trajet pour faire un regard caméra et boire dans une bouteille. Parce que quand il s'agit de faire une pub pour une bière, l'acte, c'est ça. Hein. Voilà, t'es pris. Donc, ça ne sert à rien parfois de se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on demande une self-tape. Mais voilà, il faut qu'elle soit de qualité. Et après, bien sûr que le texte soit appris, qu'il soit bien joué, évidemment. Et voilà, faire une petite vidéo de présentation aussi, c'est souvent demandé. Donc, il s'agit d'une petite vidéo de 1 à 2 minutes où on se présente, parfois même plus courte. Des fois, il y a des vidéos de présentation. Bonjour, je m'appelle Caroline Banzer, j'ai 32 ans, je suis directrice du casting, point. Voilà. Et puis parfois, on demande un peu plus. Quelles sont tes passions dans la vie? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as un agent? Est-ce que... Voilà, on demande une petite vidéo de présentation, c'est toujours bienvenu pour voir un petit peu comment le comédien se comporte naturellement, faire un petit tour sur soi-même, faire un aller-retour, voir s'il sait marcher sur ses 2 jambes, s'il en a 2 déjà aussi, sa morphologie. Des fois, ça arrive. Hein. Sa morphologie, parce que des fois, hop, on est bien content, on a une self-tape, le mec, il est comme ça, mais en fait, une fois qu'il se lève, tu ne sais pas. Donc, c'est bien aussi parfois, si on n'envoie pas de photos de plein pied, d'avoir un petit moment sur la self-tape où on peut le voir en plein pied aussi, c'est important. Puisqu'on ne peut pas vous voir en vrai, donc évidemment, il faut qu'on se fasse une idée un petit peu de l'ensemble de la personne, quoi. Voilà. Et la vidéo de présentation, est-ce que tu conseillerais de la faire, même si elle n'est pas demandée, est-ce que tu conseillerais quand même de prendre... avant de se filmer, de filmer ce qu'on doit jouer, de prendre quand même un petit temps de se présenter, ou si ce n'est pas demandé, il vaut mieux pas le faire, la vidéo de présentation? Alors, ça, pour le coup, si ce n'est pas demandé, pour moi, je pense que c'est quand même toujours bienvenu. Mais alors, si ce n'est pas demandé, il faut vraiment en faire une courte. C'est-à-dire, bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai toutes mes dents et je suis ravie d'être là. Bisous. Enfin, même pas. Hein, voilà. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans, je suis là pour le rôle de l'infirmière. Voilà. Hein, fini. La plupart du temps, en plus, on ne demande même pas ton âge, donc tu vois, ça peut être encore plus court. Mais voilà, quand c'est pas demandé, c'est vrai que voilà, vaut mieux que ce soit la plus courte possible. Quand elle est demandée, par contre, faut bien suivre les instructions de ce qui est demandé. Parfois, moi, j'ai déjà demandé, c'est vrai, je m'en suis rappelé là, après tes questions, Jocelyn, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà demandé, par exemple, un portrait chinois en vidéo de présentation. J'avais oublié que ça s'appelait comme ça. mais j'avais déjà demandé ça pour des enfants, notamment.
Parce que les enfants, quand ils sont devant une caméra, ils sont tout crispés comme ça. et c'est pas du tout naturel. Et alors que quand ils vont se présenter, ils vont dire bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 8 ans et moi, je joue à Fortnite. Et ben, c'est vachement plus naturel. Et là, dans ce cas, on voit la vraie personnalité de l'enfant, quoi, ou de la personne. Voilà, ça nous permet de voir la personne en vrai, on va dire. Donc, c'est toujours intéressant. Il ne faut pas que ce soit trop long, mais c'est toujours intéressant. Si on revient si on reparle des agences artistiques, Ouais. C'est quoi le bon moment? Enfin, à quel moment un comédien doit se dire, tiens, ce serait pas mal que je me fasse connaître des agences, que je me fasse représenter? Est-ce que c'est dès le début ou pas? Et comment on s'y prend? Comment on s'y prend, je pense qu'on t'a déjà répondu en partie, mais voilà, à quel moment on doit se dire, faut que je démarche, faut que je rencontre les agences? Alors déjà, il y a des comédiens qui s'en sortent très bien sans agence. Ça, il y en a. Et Ah ouais, puis, vraiment? oui, même nous, on a même déjà souvent fait appel à des comédiens sans agence, toi et moi. Et heureusement qu'ils n'avaient pas d'agence là. Donc, et il y en a qui me disent, mais moi, je suis très content sans agent. Et qui me disent, j'ai fait 20 ans avec agence, je suis trop content. Et en fait, c'est comme le fait de choisir un bon agent ou pas. Il y en a qui, en fait, chaque comédien, je pense, en fait, chaque agent ne peut pas convenir à chaque comédien et inversement. Pour moi, tous les agents vont travailler différemment. C'est comme tous les comédiens vont être différents, ils vont avoir des tempéraments différents et tout le monde ne peut pas travailler ensemble. C'est comme tous les réals ne peuvent pas travailler avec tous les chefs-op. En fait, il s'agit d'une collaboration. Donc, il faut que les deux parties soient satisfaites de cette collaboration et tout le monde ne travaille pas de la même manière. Il y en a qui vont à 18h, fin de journée, finish, tu n'entends plus parler, mais le comédien, comme ça, il est content, il sait qu'à 18h, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y en a d'autres, à 23h30, moi, ça m'est déjà arrivé, il y a des agents qui m'appellent à 23h30 un jeudi. Là, toi, tu es en apéro avec tes copines, tu dis, bon, voilà. Excusez-moi, je vais travailler. Et là, et c'est tout à son honneur, parce que tu te dis, le mec, voilà, il fait que ça, mais alors par contre, tu n'as plus de vie, quoi. T'as plus de vie. Et le comédien, il faut qu'il sache que peut-être le dimanche, à 22h, son agent va l'appeler, en fait. Peut-être ça te saoule, en fait, que son agent l'appelle à 22h aussi, le dimanche. Enfin, voilà, et il y en a qui sont 7 sur 7 et 24 sur 24, il y en a qui ne sont pas comme ça, il y en a qui sont, c'est très différent, il y en a qui sont vachement dans les festivals, dans les trucs, au théâtre, blablabla, partout, et puis il y en a qui sont plus derrière un écran ou qui sont plus à faire des dîners à droite à gauche, enfin, c'est très différent. Et donc du coup, pour revenir plus à ta question, comment on À quel moment on sait, à quel moment un comédien doit-il se dire, ce serait bien que j'ai un agent? C'est déjà, il faut le ressentir soi. Après, c'est par exemple, dernièrement, j'ai conseillé à une fille d'avoir un agent parce qu'elle est assez jeune, elle devait avoir 23 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle commence à avoir des petits rôles. Donc, des petites, des petits rôles, des petites silhouettes parlantes, des trucs comme ça, et des petits rôles. Donc, silhouette parlante, c'est à partir de 5 mots. Il y a 5 mots. Jusqu'à 5 mots. Et dans ce cas, elle commence à avoir silhouette parlante plus, donc c'est-à-dire avec des petits rôles. Et donc, dans ce cas, elle va avoir peut-être besoin de plus en plus de quelqu'un qui négocie ses contrats pour elle. Donc, c'est aussi, voilà, moi, je sais que si j'étais comédienne, je prendrais un agent parce que tout ce qui est négo, je suis très mauvaise. C'est pour ça que je ne suis pas devenue agent, parce que je n'ai pas envie. Mais voilà, si on se sent d'attaque de soi-même négocier ses contrats, d'être sans arrêt à l'affût, de recherche de travail, etc., qu'on est sans arrêt en train de se faire voir dans les festivals, dans les trucs, les machins, d'envoyer des CV, si on est vraiment proactif, là, en vrai, il n'y a pas tant besoin d'un agent que ça, en fait. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui s'en sortent très bien sans.
Après, voilà, l'idéal quand on veut approcher un agence, c'est d'avoir quelque chose sous le coude. C'est un peu comme un directeur de casting, c'est-à-dire, j'ai un nouveau projet qui est sorti. Tiens, là, bon, alors en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais tiens, là, mon film sort au cinéma. Enfin, le film dans lequel je joue sort au cinéma. Ou, alors, le mieux, c'est quand on a des invites pour le théâtre. C'est-à-dire, tu envoies, donc toi, tu joues au théâtre en tant que comédien, et en général, la salle de spectacle offre à chaque comédien, c'est marqué dans son contrat, vous avez 2 invitations par soir pour qui veut, quoi. Et dans ce cas, tu demandes à ton comédien, les comédiens envoient un mail aux agents en disant, voilà, là, je vais jouer dans la prochaine pièce Merlin l'Enchanteur. J'ai 2 places. Est-ce que vous voulez venir me voir jouer prochainement? Et dans ce cas, en général, les agents, c'est leur métier. Hein, ils vont au théâtre quasiment tous les soirs. Donc, quand il y a du théâtre… Oui, ils allaient, ouais. Ils allaient, il fut un temps, au théâtre tous les soirs et on les voit, les comédiens, et dans ce cas, on les voit sur scène et on se dit, ah, c'est lui qui m'a écrit, ouais, c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est plutôt quand on a un projet sur le feu ou qui va sortir, quand on a une petite actu, quand il se passe rien, bonjour, je m'ennuie, je fais rien, voulez-vous me prendre dans votre agence? Pas trop. Quand on voit que le comédien, il en veut et que… parce que c'est un métier, il faut le vouloir, hein, n'est-ce pas, Corinne, quoi, hein. Si on ne s'accroche pas… Je confirme. Voilà, si tu ne t'accroches pas, c'est comme, je pense, tout intermittent en vrai. Hein. Si tu Recherche permanente, hein, ça c'est clair. Ouais, voilà. Mais comme moi, comme je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a un agent qu'on reste tranquille chez nous à attendre que clairement. l'agence nous appelle, quoi. Il faut aussi que de notre côté, on fasse nos recherches, quoi. Et puis aussi, alors tu peux avoir un agent donc, de fiction. Là, en général, tu n'en as pas 2, parce qu'il ne faut pas déconner. Même si tu n'as pas signé de contrat avec lui, comme on disait tout à l'heure, c'est un contrat verbal, hein, donc tu n'es pas chez 2 agences, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Par contre, tu peux avoir un agent pub en plus. Donc ça, c'est différent, parce que les contrats pub sont différents, ils sont négociés différemment. D'ailleurs, l'agent ne se prend pas 10, mais 20% sur les pubs. Ouais. Mais ce sont d'autres agences. Et les directeurs de casting fiction ne travaillent pas avec les mêmes agences que les directeurs de casting pub qui ne travaillent pas avec les mêmes agences que les fictions. Les mêmes réseaux. Ouais. On ne peut pas être dans plusieurs agences de pub en même temps, c'est ça? Par contre, tu peux être dans plusieurs agences de pub en même temps. Ouais. Mais tu ne peux pas être dans plusieurs agences de fiction en même temps. Oui, ça c'est normal. Ça, oui, ouais. Ça, et les pubs, moi j'en connais des comédiens qui sont dans toutes les agences de pub. Je dis, mais… Et donc, du coup, en fait, des fois, je le contacte à travers une agence et je lui dis, est-ce que, je sais pas, Étienne pourra venir tel jour, telle heure? Pardon, excusez-moi. Est-ce que Étienne pourra venir tel jour, telle heure? Et je reçois un mail, oui, mais par contre, Étienne a déjà reçu la proposition 4 fois de la part de 4 autres agences. Donc, tu vois? Et donc, dans ce cas, tu dis, ah oui, bon, d'accord. Voilà, parce qu'il s'est inscrit dans plusieurs agences différentes. Voilà, donc en pub, c'est possible. Et donc, du coup, j'encourage vivement les comédiens, quand ils sont dans une agence normale, qu'ils aillent aussi voir une agence de pub. Parce que… on a un petit message de Philippe Flognati sur le chat. Bonjour Philippe. Il nous dit, oui, bonjour Philippe. Il n'a pas d'agent, mais par contre, beaucoup de recherches et de réseaux, etc. Enfin, ça appuie ce qu'on dit, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Et moi, Philippe, je l'ai fait bosser. Hein. Je l'ai fait bosser et j'ai fait un truc sans agence. Hein. Et voilà, et c'était un truc, je l'ai rencontré à travers Eurydice, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je l'ai rappelé plus tard. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai un truc pour toi. Je ne sais même pas s'il a passé le casting. Je crois que j'ai proposé ses photos. On m'a dit, ah, génial. Allez hop. Voilà, il a bossé. Donc, du coup, pour un comédien qui n'a pas d'agent, c'est quoi un bon cachet? Financièrement? Ouais. Après, ça dépend, mais je sais pas, sur un petit rôle sur un téléfilm.
Bah, je sais pas, il faut savoir que c'est autour de... Alors, attends, un petit rôle. Putain, tu me souviens 400 euros. un rôle, je crois que, enfin un rôle, je crois que c'est 350 ou 400 pour un téléfilm, le Ah, minimum syndical. le tarif convention collective, Ouais, c'est 400 euros. c'est ça. Là, avant, c'était 350, maintenant, on se passait à 400 pour un rôle. Et Donc, après, c'est très variable. voilà, c'est très variable et on ne peut pas dire tu es bien payé ou tu n'es pas bien payé. En fait, bon, il ne faut juste pas se faire avoir à être sous le minimum syndical. Ça, c'est clair que non. Déjà, ce n'est pas possible. Enfin, tu n'as pas le droit. Mais après, je sais pas, ça dépend aussi de la chose, quoi. Ça dépend de ce qu'on va te demander, ça dépend du temps de travail. Des fois, tu as des journées qui sont... Enfin, je sais pas, ça dépend de plein de choses. Il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en considération. Tu peux peut-être, si tu dois négocier toi-même ton contrat, je sais pas, si le comédien il doit se rouler dans la boue tout nu pendant 2 heures en plein mois d'août, en plein mois de décembre, ben ouais, enfin moi mon contrat il est pas 400 balles, hein. Enfin, c'est pas 400 balles la journée, hein, si je suis comédien dans ces cas-là. Donc voilà, ce sera plus. Faut savoir négocier. Puis il y a des fois, il y a des prods qui peuvent pas aller au-delà, donc qui font vraiment leurs estimations sur les minima syndicaux sur tous les postes. Donc des fois, voilà. On ne peut pas dire il est bien payé ou pas bien payé. Et après, oui, il y a des comédiens qui prennent 10 000 balles la journée. Voilà. Oui, Oui, là, dans ce cas, c'est bien payé. Voilà. Mais j'ai déjà vu ça, oui. Du 10 000 balles la journée, ça se fait facile pour certains comédiens. Mais ils sont 1% des comédiens qui travaillent. Mais ça se fait. Alors Philippe nous dit qu'apparemment les téléfilms c'est comme les séries, donc ce serait 280 euros. Mais ça, c'est Silhouette Parlante, je crois, non? Et que sur des films, donc des longs métrages, on est à 400. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, moi j'avais le montant de 400, mais on vérifiera tout ça. les Ouais. silhouettes parlantes, ouais. Mais je suis pas sûre parce qu'en fait, ça change régulièrement et maintenant, je ne le sais plus. Je l'ai su à l'époque où j'étais dans l'agence. Parce que là, bien sûr, j'étais un peu Et obligée de le après, tu es d'accord avec moi sur le fait, si on se base sur un 280 euros pour une silhouette parlante, après, ça dépend le nombre de répliques aussi, parce que... Non, enfin, si je peux me permettre, une silhouette de toute façon c'est 5 mots. Oui, Au-delà de 5 mots, tu passes en rôle. en rôle. D'accord. Et rôle, oui, bah voilà. Et après, rôle, bah oui, là, dans ce cas, comme je le disais, ça dépend de ce qu'on va te demander. Ça se trouve, tu vas avoir juste une phrase à dire, oui, certes, avec 10 mots, mais là, il faut que tu te roules dans la boue tout nu au mois de décembre, quoi. Donc là, bon, ben, tu es bien gentil avec tes 10 mots, mais ben, en fait, je vais peut-être te demander un petit surplus parce qu'il va falloir passer chez le médecin après. Va falloir, enfin, tu vois. Enfin, voilà. Tout est très différent. Enfin, c'est très variable. Les tarifs des comédiens sont ultra variables. Et c'est en ce sens-là qu'un agent, c'est intéressant aussi. C'est parce que des fois, tu ne sais pas quoi demander, quoi. Puis tu es là, mais waouh! Et puis, tu ne te rends pas compte, tu ne connais pas forcément bien toutes les boîtes de prod. Un agent, ça connaît les boîtes de prod, ça connaît ce qui est faisable ou non. Et puis, ça connaît souvent les directeurs de prod. Voilà, moi, je sais, quand je travaillais dans l'agence, des fois, il y en a certains avec qui elle se permettait de les insulter, quoi. Ben, en fait, tu n'insultes pas tout le monde. Non. Donc, tu ne peux pas te permettre. Alors Mais j'ai donc, les réponses là, j'ai repris mes cours. ah, Donc, pour le cinéma, parce qu'il y a différentes conventions collectives, là si on parle du cinéma, on est bien à 400 euros brut pour un rôle. Pour une silhouette parlante, on va être à 250. Et après, figuration, 105 euros. Et si on est en audiovisuel, donc tout ce qui est destiné à la télévision directement, on est à 284 euros 63 centimes pour un rôle. Silhouette parlante, 292 euros et 84 euros en figuration. Mais c'est toujours le minimum syndical. Ça, ce sont les minimums syndicaux ouais, de la convention collective. Donc, ça, ce sont les minimums. ouais. Mais bon, voilà, mais souvent, malheureusement, tu es souvent payé au minimum. C'est ce que j'allais dire. Bah ouais, enfin, même moi, là, qui vais faire du renfort figu, je vais être payé tarif figu.
Tu vois, minimum syndical, tarif figu. Alors que je ne fais pas du tout de la figu, que je sais, c'est pas du tout ce que je vais faire. Moi, je vais faire du renfort mise en scène, voilà, mais je suis payée tarif minimum figu. Voilà, sur certains projets. Après, la plupart du temps, quand même, non, il ne faut pas déconner. Mais voilà, c'est sûr que les mecs, quand ils ont 200 personnes, 200 figurants dans la journée et qu'ils ont des super grosses stars, qu'ils ont je ne sais pas combien de techniciens et qu'il faut qu'ils bloquent la gare de Lyon, bon, bah, c'est sûr que les techniciens ne vont pas être très bien payés, quoi. Donc, ou les comédiens ou les techniciens, c'est sûr que la journée, elle coûte trop cher. Donc oui, en fait, un agent, justement, sait faire la balance, en fait, pour savoir vraiment où il peut aller taper et où il ne peut pas. Voilà, parce que pour le coup, un comédien va avoir du mal à faire. Il va vraiment avoir du mal à savoir, à part s'il connaît vraiment bien toutes les prods et tous les trucs et tous les machins, ouais, ça va être compliqué. Le temps passe, on doit avancer. Corinne, est-ce que tu avais des questions que tu ne veux surtout pas qu'on se quitte ce soir sans les avoir posées à Caroline? Bon, ce n'est pas vraiment des questions, c'est juste plutôt des choses qui se passent régulièrement dans les annonces. Je trouve, je sais pas, le but, c'est pas faire de la polémique, c'est pas ça. C'est toi, Caroline, qu'est-ce que tu penses de ces annonces qui sont assez que beaucoup d'acteurs et d'actrices trouvent quand même assez récurrentes, des annonces où on fait une recherche d'acteurs professionnels. Non, pas, oui, pour un film professionnel, je veux dire, où on recherche des vrais médecins, des vrais infirmiers, des vrais serveurs. Donc, on est beaucoup de comédiens à se dire, ça dessert un petit peu le métier d'acteur, alors que on est censé jouer ça, quoi. Enfin, interpréter et travailler le rôle d'un serveur ou d'un médecin. Ben, ça dépend, en fait. C'est vraiment une question de réalisation. C'est-à-dire quand il y en a avec qui ça va passer et d'autres où ça va casser. Et malheureusement pour vous, souvent, ça passe. Parce que s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un but derrière. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai regardé le film Énorme, là, avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, qui se passe beaucoup justement dans le milieu infirmier, parce qu'il s'agit de Marina Foïs qui est enceinte comme ça, et en fait, c'est Jonathan Cohen qui a l'impression d'être enceinte comme ça. Et donc, du coup, ils vont voir des infirmiers, des sages-femmes, des machins. Lui, il va suivre un cours d'accouchement, alors que, évidemment, ce n'est pas lui qui va accoucher. Voilà. Après, pareil, on a toute une scène super longue de l'accouchement, avec où on voit l'infirmière qui est en train de sortir le bébé, quoi, et la sage-femme. Et en fait, je regardais les films et j'étais stupéfaite de réalisme, quoi. Je dis, mais c'est un truc de ouf. En fait, les dialogues, tu ne peux pas les écrire. Il faut qu'ils soient vécus ou pris sur le vif pour qu'ils soient aussi réalistes. Et en fait, bien sûr, après, j'ai regardé et il s'agit d'un docu-fiction. En fait, il y a plein de dialogues qui ne sont pas écrits. Il y a beaucoup d'impro et c'est des vrais... Les infirmiers, c'est des vrais infirmiers. Les sages-femmes, c'est des vraies sages-femmes. Et la séquence de l'accouchement, c'est des séquences... c'est plusieurs... En fait, ils ont filmé plusieurs accouchements et ils ont pris les meilleurs passages des accouchements pour les mettre dans la scène. Mais c'est incroyable à tel point ça transpire de... en fait, c'est la vérité. Il s'avère que la scène, tu la vis en vrai, quoi. Et c'est très intéressant. Ou Bruno Dumont, c'est un réalisateur qui, lui, va prendre que des gens, pas que, mais beaucoup de... il a quand même... Voilà, un de ses derniers films, là, Maloute, là, il est quand même avec Fabrice Lucchini et Valeria Bonite Tedeschi, donc pour le coup, ils sont quand même un tout petit peu confirmés comme comédiens. mais il a l'habitude, lui, de s'entourer beaucoup de monsieur et madame tout le monde. Et il s'avère qu'en fait, ça donne un côté ultra réaliste, ultra ancré dans la réalité, qui est très intéressant.
qui est vraiment très intéressant. Et puis des fois, bah voilà, quand il prend des gueules complètement cassées, des mecs du Nord, mais alors du Nord, Nord-Nord, hein, désolé, je sais que vous êtes beaucoup dans, voilà, mais c'est pas la région. On parle pas de la même région, mais je veux dire des gens qui sont vraiment, c'est des gens, tu sais, qui sont jamais sortis de leur village et qu'ils ont un dialecte, tu comprends pas. Enfin, il faut limite des sous-titres pour les comprendre. Enfin, et tu te dis, mais où il est allé chercher ça? Et en fait, il est allé chercher le boulanger du coin, en fait, le mec. Il n'a pas fait un casting, quoi. Et des fois, pour un souci de réalisme, on a besoin de ça. Mais je ne dis pas qu'il faut ça en toutes circonstances, loin de là, parce que voilà. Mais parfois, pour un souci de réalisme, pour être vraiment ancré dans la réalité, des fois, tu es un peu obligé, quoi. Parce que retranscrire une scène d'accouchement, ce ne sera peut-être pas forcément aussi réaliste que l'accouchement vraiment filmé, quoi, en fait. Voilà. Après, c'est bien fait, hein, tu as l'impression que c'est une fiction et que tu es vraiment là, et que c'est vraiment écrit, mais en fait, tu te rends compte que non, que c'est pas possible. Mais tu te dis, waouh, la fille, elle écrit de ouf, trop bien. Trop bien. Ouais. Mais voilà, des fois, pour un souci de réalisme, c'est important. Ou chez les enfants aussi, c'est beaucoup le cas. Les enfants, ils sont pas comédiens. Ouais. Mais après, ça dépend des films. Quand c'est un film documentaire, oui, ça me paraît super évident de prendre des vrais métiers, enfin des vraies personnes. Oui. Mais là, est-ce que c'est pas aussi parce que moi je te parle de fiction, c'est-à-dire de long métrage ou même de court métrage, où on se pose la question si c'est pas aussi un problème de budget, quoi. Non, je pense pas que ce soit un problème de budget. Je pense que c'est vraiment une question de réalisme. Et pour le coup, les deux Bruno Dumont, c'est pas un film que je cite, mais c'est sa filmographie en général, est énorme. Je sais plus comment elle s'appelle, la réal. Je sais plus. Bref, eux, c'est des fictions. C'est vraiment des fictions. Mais il y a non, c'est vraiment des fictions. Mais en fait, après, quand tu regardes, voilà, quand tu fais des recherches, tu sais que ça a été tourné un peu comme un documentaire, mais en vrai, ce n'est pas un documentaire, c'est de la fiction. Oui. Et il y a une trame directive et il y a bien sûr des lignes directives qui sont écrites par les scénaristes, par les réalisateurs. Mais non, tu as quand même des trames. Voilà. Et puis même des fois, chez Bruno Dumont, les textes sont écrits. Ouais. Ils sont joués par des comédiens qui ne sont pas comédiens, donc des monsieur, madame, tout le monde, mais les textes sont écrits. Mais par contre, pour un souci de réalisme, ils le cherchent. Et là, je suis en train de lire un livre très bien que je n'ai pas autour de moi, mais justement, où Bruno Dumont parle beaucoup de ça. Ça s'appelle, je crois, la technique de l'acteur, tout simplement, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Et la technique de l'acteur. Et c'est plusieurs metteurs en scène qui sont interrogés par des élèves de la Sorbonne et qui expliquent leurs différents points de vue sur la mise en scène. Et notamment, Bruno Dumont, il explique très bien ça. Pourquoi est-ce qu'il va chercher des gens vraiment ancrés dans le réel, quoi, des vrais gens, au lieu de prendre des comédiens. Mais ce qui ne l'empêche pas, effectivement, de temps en temps, de prendre des comédiens, évidemment. Donc comme Fabrice Lucchini, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un vrai comédien. C'est un vrai comédien. Parce que on va pas tarder à nous quitter, mais je pense qu'il y a un aspect ultra important qu'il faut qu'on parle un minimum. C'est donc on a parlé de comment on trouve un casting, comment on y postule, mais on n'a pas parlé de comment on le passe, ce casting. Donc on enlève tout ce qui est self-tape. Là, vraiment, je décroche un casting. J'ai rendez-vous demain matin à 10h. Ouais. C'est quoi tes conseils? Assez rapidement, si possible. Respire. C'est ça, mon conseil déjà. Il faut y aller détendu un minimum. S'habiller pour un casting. Pardon? Comment s'habiller pour un casting, pour aller au casting? Alors, correspondant au rôle, un minimum. C'est sûr que si tu viens, là, moi, dernièrement, j'ai fait un casting pour... c'était une fille, enfin, bon, on s'en fout pourquoi c'était, mais bref, c'était une fille qui devait faire un footing avec son pote.
Bon, bah, la pauvre, il y en a une, elle ne peut rien parce qu'elle est arrivée direct du boulot. Donc, en fait, elle n'est pas du tout arrivée en jogging. Elle est arrivée en petits talons. Elle était super maquillée. Enfin, moi, quand je fais mon footing, je suis dégueulasse. Je suis en jogging. Enfin, je ne suis pas maquillée. J'ai les cheveux sales. Enfin, c'est bon. Alors, oui, alors, c'était une pub vite fait. Ouais. C'était un truc. C'était en gros une pub pour le don de la moelle osseuse. Donc, une pub vite fait, quoi. Hein, voilà. Mais bon, oui, alors tu arrives quand même les cheveux propres et un minimum, pas trop la tête dans le pâté, quoi. Hein, voilà, si tu mets un petit coup de blush, un petit coup de mascara, ça suffit des fois. Hein. Mais un minimum correspondant au profil, c'est mieux. Habillé, parce que c'est vrai que tu arrives en talons super maquillée, apprêtée de ouf, coiffée comme. Enfin, tu sors. Enfin, voilà. Après, c'était. Au moins, je l'ai vue, elle, comment elle s'habille comme tous les jours. Hein, mais bon, c'était pas le sujet là. Voilà, donc il faut venir habiller en conséquence. Souvent, on donne un dress code. Donc, on dit voilà, toi, tu dois venir habiller en cycliste ou au moins en affaires de sport, ou en, je sais pas, petite chemise, je sais pas, en trench, j'en sais rien, peu importe. Donc, tu respectes le dress code. Connaître son texte. Connaître son texte. Arriver à l'heure. Et alors là, en ce moment, en période de Covid, on se bat avec les horaires vraiment parce que c'est compliqué, surtout comme je disais, quand on a 70 personnes. Nous, on essaie vraiment d'être à l'heure. Bon, des fois, c'est compliqué, mais vraiment, on essaye. Et quand tu as 10 personnes dans la salle d'attente et qu'en fait, parce qu'il y en a un qui arrivait super en retard, l'autre qui arrivait super en avance et que en fait, c'est que des parents ensemble qui accompagnent leurs enfants, leur enfant à un casting, mais qu'ils ont ramené le petit frère et qu'en plus, ils sont pressés. Bon, bah là, en fait, tu les fais attendre dehors, donc c'est pas sympa ni pour toi, ni pour eux, c'est pas rigolo, quoi. Donc, il faut être ponctuel, bien connaître son texte. C'est arrivé beaucoup trop souvent que j'ai des comédiens qui ne connaissent pas leur texte. C'est arrivé aussi qu'ils soient pris, mais ça, normalement, je ne devrais pas le dire. Mais ça, c'est vraiment un coup de chance quand ils sont pris, en l'occurrence, s'ils n'ont pas connaissent pas leur texte. Voilà, et c'est arriver à un minimum avec une force de proposition, c'est-à-dire peut-être savoir se démarquer des autres un minimum, mais ça peut être très léger comme signe distinctif, ça peut être, je sais pas, une coiffure différente, ça peut être un regard au bon moment, au bon endroit, ça peut être un déplacement, ça peut être un timbre de voix, ça peut être, je sais pas, il a soudain décidé de faire un avocat avec un accent marseillais à couper au couteau, je sais pas, tu vois. Et des fois, c'est surprenant. Alors, des fois, on peut tomber complètement à côté, mais au moins, ça aura le mérite d'être essayé. Et dans ces cas-là, le directeur de casting, il te dit, bon, là, l'avocat, il n'est pas marseillais, il vient de Lille, on recommence. Tu vois, mais en général, on ne va pas te dire, t'es complètement débile, fais pas ça. On va te dire, bah, c'est sympa d'avoir essayé, mais non, on reprend. Et dans ce cas, on refait une deuxième fois, et voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans les castings, ça va très, très vite, de plus en plus vite. Ça dépend des projets, comme je disais tout à l'heure. Le temps de casting est différent. Et voilà. Et quand tu es en pub, il y a des trucs, tu n'as tellement pas le temps qu'il n'y a rien qui énerve plus un directeur de casting que quelqu'un qui raconte sa vie. Ça, c'est clair et net. Et je dis pas ça pour moi, parce que moi, j'adore quand les gens me racontent leur vie. Mais en fait, ils regardent, ils font oui, bon alors, bon, allez, hop, on s'en fout. Allez, on fait la scène, nickel. Voilà, parce qu'en fait, vraiment, on envoie 70 par jour. Donc, il faut être efficace. Voilà, et être à l'écoute, parce qu'il y en a, on leur dit non, tu prends le verre d'eau qui est à ta gauche. Gauche. Et hop, il a oublié l'action. Non, je t'ai dit, tu prends le verre d'eau à ta gauche, c'est important. Genre, fais-le. Et il y en a qui... Oui, c'est bon, je sais. Et puis, il fait la scène comme il a envie. Et puis, voilà. Non, il faut être à l'écoute. Voilà. Et puis, donner un petit billet à la directrice de casting. Bah, si possible, avec un grand sourire et remercier. Non, bien sûr. Et juste comme ça, peut-être que tu ne vas pas pouvoir répondre, mais tu as peut-être une anecdote à nous raconter par rapport à ça. C'est une ou deux phrases qu'un acteur ou
Une actrice ne doit jamais dire pendant un casting. C'est genre Beauté marine. ou en cachet. Voilà, ça peut être ce genre de choses comme ça. C'est quoi, Jocelyn, beauté marine, c'est ça? Ouais. Oui, bon, après, chacun. Oui. Voilà, d'un point de vue personnel, en tout cas, ça ne va pas le faire. Mais bon, en l'occurrence, s'il vote marine, moi, je m'en tape. Tant qu'il est bon comédien, voilà, ce qu'il veut après. Mais non, paraître trop indisponible, c'est-à-dire ah oui, mais en fait pour le tournage, je suis pas sûre, mais je suis quand même venue au casting, mais en fait j'attends quand même des trucs, raconter sa vie, c'est pas la peine. Enfin, tu vois, en fait, moi je veux savoir si t'es dispo, si t'es pas dispo, t'es pas dispo, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de voilà, malheureusement. Voilà. Et puis, mais après, il n'y a pas trop de choses rédhibitoires, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu et qu'il soit, enfin, du bon jeu. Après, si le mec, tu peux pas le blairer, mais qui joue bien, bon, bah, malheureusement, c'est lui que tu vas prendre, quoi. Moi, je m'en fous, je serai pas sur le tournage. J'ai fait ma part. Mais oui, c'est déjà arrivé que je valide un comédien que j'aime pas trop humainement, mais que bah, pour le rôle, il était juste parfait. Donc voilà, ou qui en casting m'a pas paru excessivement sympathique. Et pourtant, bah, voilà. Il n'y a pas de truc trop rédhibitoire, non. Et le contraire, c'est-à-dire que tu as validé un comédien et par contre, le réalisateur, il ne le veut pas dans son film, il ne veut pas le filmer. Comment tu gères ça? Bah, ça arrive très souvent parce que c'est souvent le réalisateur qui a le dernier mot quand même. Toujours. Normal. Ouais, En France, ouais. souvent. Mais toi, comment tu le gères alors que tu as validé? Moi, j'essaie de lui faire entendre raison et de lui faire voir pourquoi mon choix serait le mieux. Mais je ne peux pas lui imposer. Donc, évidemment, je lui dis, bah non, mais regarde, elle est plus nuancée, elle a moins de mimique, elle, blablabla. Et voilà. Et souvent, quand même, les réalisateurs sont à l'écoute. Voilà, c'est déjà arrivé. Une fois, un réalisateur, il hésitait entre deux comédiennes et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, elle, elle est vachement bien et tout, et elle aussi, mais je sais pas, elle, il y a un petit truc en plus. Et en fait, ce petit truc en plus, c'est qu'elle était magnifique, la fille. Et je lui dis, bah oui, effectivement, il y a un petit truc en plus. La vie est juste splendide, en fait. Oui, voilà, c'est clair que l'autre, c'était une fille tout à fait jolie, mais qui n'avait pas le truc de waouh. Vraiment, l'autre, c'était vraiment une jolie femme, quoi. Elle avait des traits incroyables et tout. Mais par contre, elle était vachement, tu vois, elle parlait un peu, elle le savait, quoi. Tu vois, qu'elle était jolie. Et du coup, je lui dis, mais tu vois pas là qu'en fait, elle sait qu'elle est jolie et qu'elle a un pouvoir de séduction qui est là, clairement. Là, moi, je cherche une femme ingénieure. Une femme ingénieure, ma belle-mère, elle est ingénieure. Je peux te dire qu'elle n'a pas de mimique, qu'elle n'est jamais maquillée et qu'elle est très féminine quand même. Tu vois, enfin, je veux dire, et elle est très, très féminine. Et en fait, il y en a des ingénieurs féminines maquillées, peut-être maniérées, mais là, c'était vraiment pas ce qu'on cherchait. Et il m'a dit, ah oui, mais voilà, tu as raison, en fait, je savais pas. Et en fait, c'est juste qu'elle m'a aveuglée parce qu'elle était vraiment, c'était électrique, quoi. C'était vraiment, elle était super photogénique, la fille. Et au-delà du fait qu'elle soit jolie, c'était que tu avais envie de la voir à l'écran, quoi, vraiment. Mais sauf que c'est pas le rôle qu'on recherchait. Et du coup, il m'a écouté, il a pris l'autre. Très bien, j'étais ravie. Mais ça, pour le coup, c'est assez rare. Et du coup, les directeurs, enfin, souvent les réalisateurs, voilà, moi, c'est déjà arrivé qu'il y a une réalisatrice qui prenne un mec. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Non, mais vraiment. Et j'ai regardé son film, je suis restée sur ma position. J'ai dit, pourquoi elle a fait ça? Je ne comprends pas. Et c'est arrivé souvent, malheureusement, que les directeurs de casting, enfin, que je vois le film et je fais, oh non, mais me mets pas au générique. Hein. Non, mais moi, j'ai pas fait ce casting. Hein. Après, voilà, plus ça va, mieux ça va, c'est-à-dire dans le sens où
où au bout d'un moment, on commence à de mieux en mieux connaître les comédiens et on sait qui on propose, on sait qui on va voir en casting, un minimum. Donc, moi, aujourd'hui, quand je fais une journée de casting, je connais au moins la moitié des comédiens que je vais voir. Donc, je sais à peu près que je ne propose pas des gens complètement sortis de nulle part. Alors, après, j'essaie toujours d'en voir des nouveaux pour en rencontrer des nouveaux. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on se connaisse, de faire des propositions sensées, quoi. Voilà, si je me rends compte qu'en fait, j'ai pris que des gens que je ne connaissais pas et qu'en fait, ils sont tous mauvais, waouh! Bah là, j'ai perdu une journée, quoi. C'est quand même dommage. Donc, on essaie de faire en sorte de connaître un minimum les gens quand même. Super. Merci beaucoup. C'est tout? Pour le moment. Mais bon, comme une partie de la France va être confinée, on va être obligé de faire plus de live. Bon, on attend. C'est quoi le meilleur moyen pour te suivre un peu ou même éventuellement te contacter si des gens veulent te poser des questions Ouais. Moi, j'accepte. Alors, si on veut m'envoyer genre bande démo, CV et tout, je peux. Vous pouvez écrire à la page Facebook de Eurydice, ils vous donneront mon adresse mail. Voilà. Ça, c'est tout à fait faisable. J'ai un Facebook pro sur lequel je peux accepter des gens. Je n'accepte pas tout le monde parce que je considère qu'il faut que je connaisse un minimum, qu'on ait un minimum de vécu ensemble, que ce soit un lien, enfin un tout petit chose, quoi. Voilà, alors j'accepte pas tout le monde, des gens qui sortent de nulle part, mais vraiment de nulle part, même si je vois qu'on a 25 amis en commun, je m'en fous en fait, j'ai pas besoin de... Enfin, voilà. Mais si il y a un petit mot qui va avec, coucou, c'est ça, ouais. Je t'ai vu sur le live Eurydice, bah voilà, moi je connais Eurydice comme ça, je sais pas, peu importe, on s'est peut-être même déjà rencontrés, j'en sais rien, voilà. Là, je vais avoir un intérêt et je vais me dire, ah bah c'est cool. Puis comme ça, en plus, quand la personne me recontactera plus tard ou que j'aurai envie de la recontacter plus tard, je saurai la remettre dans un contexte. Et c'est toujours plus agréable de mettre les gens dans un contexte, de se dire, bah voilà, moi je connais Corinne comme ça, et par ce biais, et par blabla, plutôt que Corinne, c'est qui? Ah bah je sais pas, elle m'a rajouté un jour sur Facebook, je sais pas qui c'est. Non, c'est pas rigolo. Moi je préfère connaître les gens un minimum avant de s'ajouter en amis, parce qu'il s'agit d'amis. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait un compte pro, parce que j'ai eu trop de demandes comme ça. Et même sur le pro, je filtre encore. Sur Instagram, clairement, non. C'est mes photos de vacances. Donc, j'évite. De temps en temps, quand vraiment il faut, je mets des annonces de casting, mais c'est très rare. Et de toute façon, quand elles sont sur Instagram, elles seront forcément sur mon Facebook pro. Donc, en vrai, c'est plus le Facebook pro ou mon adresse mail que Jocelyn fera un plaisir de partager, je crois. Voilà, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à vous deux surtout. Et puis à ceux qui nous ont regardés, Philippe qui est intervenu aussi. Exactement, merci Corinne. Merci beaucoup. Et donc, pour l'instant, on vous donne rendez-vous que dans 15 jours, le 1er avril à 19h, avec Johan Clément, qui est le fondateur et le co-directeur de Kinokan. Donc, on fera un live spécial de découverte du concept du kino, pour ceux qui ne connaissent pas, et de présentation de Kinokan qui prépare sa 10e édition, comme le Festival Eurydice d'ailleurs. Pour ce qui concerne le live que vous venez de suivre, il sera disponible en replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Je m'empresse de partager le lien tout de suite. Et du coup, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à très vite pour de nouveaux lives. Salut, salut. Merci pour tout. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt.